conférence plénière des professeurs Georges Vigarello et François Laplantine, que je vais présenter les uns après les autres au fur et à mesure de leur présentation. De leur conférence. Le professeur Vigarello, qui va maintenant prendre la parole, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et co-directeur du Centre Edgar Morin, a développé tout au long de sa carrière, et pour notre plus grand plaisir intellectuel, une histoire anthropologique historique, vous m'avez dit de ne pas hésiter à dire les deux, dans les deux sens. Aucun problème. Dédié à l'étude des transformations des représentations du corps, des seuils de sensibilité dans l'histoire, et notamment aussi des techniques corporelles. Ces écrits, mesdames, messieurs, sont désormais des classiques. Le corps redressé, le propre et le sale, l'histoire du viol du XVIe au XXe siècle, pour ne citer que les ouvrages les plus récents, l'histoire de la beauté, le sentiment de soi, qui est l'histoire de la perception du corps du XVIe au XXe siècle, ou encore l'histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours. Cher professeur, sans plus attendre, je vous donne la parole. Cher professeur, merci infiniment de me donner la parole. Je suis très sensible à la fois à ce que vous avez dit et je suis très sensible à l'invitation qui m'est faite ce matin parce que j'ai évidemment à la fois une amitié pour David et une estime considérable que je vais essayer de traduire dans le propos qui va suivre. Alors, il faut quand même un instant s'arrêter sur le titre. Lorsque David m'en avait parlé, je pensais qu'il s'agissait d'une intervention parmi d'autres, et j'avais proposé de réfléchir à la question de l'histoire confrontée au problème de l'anthropologie. C'est-à-dire faire une sorte de dialogue, si vous voulez, entre ce que David a fait et ce que personnellement j'essaie de faire. Et puis, le dispositif changeant, je me retrouve à parler ce matin devant vous, avec une certaine responsabilité qui consiste, je dirais, vaguement à introduire. Et du coup, il n'est plus question, à mes yeux, de faire un dialogue entre histoire et anthropologie, mais plutôt de dire, et de le dire avec une certaine force, avec une certaine conviction, de dire à quel point je considère que le travail de David Le Breton est un travail fondamental. C'est ça que je veux dire ce matin. Je dirais même que c'est à mes yeux un travail exceptionnel. Et je voudrais arriver à le montrer. Pour cela, c'est vrai que je me rends compte, si vous voulez, en essayant de relire de manière assez globale ce qu'il a fait, lisons différemment. Vous voyez, quand il m'envoie des textes, je les lis les uns après les autres, bon, très bien. Mais quand vous regardez l'ensemble, quand vous traversez les textes qu'il a pu publier, à ce moment-là, vous avez une autre opinion et vous êtes assez frappé par l'importance et la profondeur de ce travail. Donc pour moi, c'est un travail que je qualifierais d'exceptionnel, je l'ai dit. Je vais essayer de le développer en trois points. D'abord, montrer la richesse, la diversité des thématiques, le sérieux avec lequel ces thématiques sont abordées. Ensuite, deux, la position théorique, parce qu'il a une position théorique qui est extrêmement ferme, qui se retrouve d'un livre à l'autre. Et enfin, une conviction que l'on a sentie dans les propos précédents, qui porte sur une vision du corps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une sorte qui est une théorie au cœur de l'œuvre, et en même temps, il y a le corps qui est au cœur d'une vision. Voilà, ça c'est mon deuxième et mon troisième point. Alors, j'en viens à la richesse exceptionnelle. Écoutez, quand je le lis, d'une manière cette fois globale et synthétique, je pense à d'autres travaux. Je pense à d'autres travaux qui sont des travaux absolument décisifs. Pour moi, quand je lis David, ça me rappelle les textes que je lisais quand je traversais le travail de Bachelard. Par exemple, je ne sais pas, les terres et la théorie de la volonté. La terre et les théories de la terre, pardon, et la volonté, le repos, la flamme d'une chandelle. Vous voyez, ces sortes de thèmes centraux, c'est-à-dire un imaginaire de la matière, et puis qui se croisent avec des entrées relativement différentes. Je pense également de la même manière au travail de Corbin, par exemple, lorsque Corbin s'interroge sur l'histoire des sens, au cœur de son projet, c'est la sensibilité, et ensuite, dans le développement, c'est les sens, les uns après les autres, décrits dans leur itinéraire historique. Les cloches, c'est tout le travail sur le problème de la sonorité de l'ouïe, etc. La mer, c'est tout le travail sur la vision, l'espace,
Et puis, il y a encore bien d'autres choses chez Corbin, le parfum, le miasme et la jonquille, c'est l'histoire du goût. Bon. Et chez David, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que c'est le corps, mais à travers des situations différentes, la chair du monde, la sensibilité, c'est les pratiques, c'est les émotions, vous voyez. Donc il y a un travail central là, que je trouve extrêmement important, parce que vous avez un objet avec des facettes différentes, et cet objet étant vu sous l'angle que l'on peut qualifier d'anthropologique, c'est-à-dire c'est une forme d'étude des mœurs, si vous voulez, c'est des sensibilités, des différences de sensibilité, etc. Et vous le voyez cela quand vous tapez très simplement, vous cliquez Le Breton, David, Bibliothèque nationale de France. Qu'est-ce que vous trouvez? 120 notices. Quand même pas rien. 120 notices. Et alors, elle se développe de la façon suivante. Je voudrais donner un petit peu, très vite, et de façon évidemment assez, un peu de surplomb, si vous voulez, le dispositif des objets. Je pense qu'il y a un travail épistémologique d'abord. Et c'était rappelé par le président de l'université tout à l'heure, qui est son premier travail, Anthropologie du corps et modernité. Je crois que c'est au cœur de l'œuvre, ça. Et c'était vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une démarche anthropologique, qu'est-ce que c'est qu'un travail savant sur le thème du corps. Donc là, il y a une vision de surplomb, si vous voulez, qui est celle de l'entrée savante. Et puis il y a des objets. Alors il y a l'apparence, les visages, les signes d'identité, la peau et la trace, le rire, etc. Et puis il y a la sensibilité. Et la sensibilité, c'est la chair à vif, c'est anthropologie de la douleur, c'est mots MOTS et mots MAUX de ventre, c'est la saveur du monde. Oui, c'est énorme. C'est la souffrance, c'est l'expérience de la douleur, etc. Et puis il y a des pratiques. Autrement dit, vous avez la vue savante. Comment ça fonctionne? Quels sont les types de questions que je peux me poser? Puis vous avez les objets, c'est-à-dire que qu'est-ce que veut dire un corps qui apparaît, qui surgit comme ça? Et là, il y a des phrases absolument magnifiques, mais je vais venir sur le texte, parce que c'est très important le texte chez David Le Breton. Puis vous avez donc, j'y reviens, vous avez les pratiques, et les pratiques sont variées, c'est toujours les pratiques du corps, c'est le risque, c'est la marche, c'est... le vélo, et extraordinaire texte sur le vélo, publié récemment. Et ce texte sur le vélo, je terminerai là-dessus en parlant de cette vision des objets. Le texte sur le vélo est très important. Parce que c'est à la fois, c'est curieux, c'est à la fois un texte historique. Vous apprenez tout sur l'émergence du vélo, les championnats, les techniques, les différences. Et puis, c'est en même temps un texte anthropologique sur la sensibilité, les mœurs, etc. Et puis, c'est un texte sur qu'est-ce qui me plaît. Vous voyez, il y a les trois choses. Alors, en quoi ça me passionne? En quoi c'est ouvert sur de la sensibilité? C'est la chair, en quelque sorte. Bon. Et ça, c'est quand même... pour revenir à ce qui a été dit tout à fait au début, c'est quand même un travail qui est réellement interdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est une anthropologie, et en même temps, indiscutablement, c'est une anthropologie qui est attentive à l'histoire, qui est attentive à la psychologie, à la sociologie, etc. D'ailleurs, il y a une sociologie du corps qui est publiée par David également. Donc voilà, je dirais, le déploiement, en quelque sorte, des objets du travail. La deuxième chose que je voudrais dire concernant ce côté exceptionnel, à mon avis, du travail, c'est une écriture. Parce que c'est comme ça aussi que le texte est sensible, c'est comme ça qu'il atteint, c'est comme ça qu'il séduit, si vous voulez. Il y a une écriture. Cette écriture, elle n'est pas forcément ostensible, elle n'est pas forcément un travail, je dirais, d'artificialité systématique du propos. C'est une écriture simple, directe, absolument courte, mais frappante. Je donne quelques phrases. Par exemple, précise, élégante, concise, rare et important en sciences sociales. À mes yeux, rare et important en sciences sociales. Exemple, l'expérience de la douleur. Même au plus proche, l'amour tient la main, il ne partage pas la douleur. Vous voyez, 3 membres de phrase, et tout est dit sur à la fois la proximité et l'indicible distance. Autre exemple, sur l'émotion, l'individu est plus lucide sur ce qu'il dit que sur ce qu'il fait avec son corps. Et c'est toute la question qui est fondamentale, à mon avis, à la fois en anthropologie, mais en histoire aussi, et en psychologie, en socio, c'est que le corps vous emporte. Et présent dans les questions de psychanalyse, le corps vous emporte. Et en vous emportant, il ne vous permet pas forcément d'analyser. La distance n'y est pas. Donc c'est tout un problème considérable, à mon avis, qui est lié au statut même du corps. Ou encore dans l'adieu au corps. C'est bien la perte de la chair du monde qui pousse l'acteur à se soucier de son corps,
pour donner chair à son existence. Ou encore, qu'est-ce que je peux dire, marcher la vie. Je terminerai là-dessus sur la question de l'écriture. Alors, des phrases courtes et parfois des phrases plus longues, mais qui sont des phrases ajoutant progressivement de la précision. Cette longue plongée en soi dans la marche, que rien n'interrompt, sinon les périples minuscules venus de l'environnement autorisent à pénétrer les arcanes de soi pour mieux se comprendre et parfois changer la vie. Donc il y a un travail sur l'écrit qui me paraît personnellement fondamental, à laquelle je suis éminemment sensible, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de faire passer une pensée à un texte. C'est la meilleure manière de toucher finalement le lecteur. La question du corps, elle est compliquée. C'est qu'avec le corps, dans la manière dont vous parlez, il faut que vous interpelliez, que vous touchiez la personne qui vous lit. Il faut qu'il éprouve dans une certaine mesure ce que vous dites. Et je pense que les textes de David sont exemplaires à cet égard. Troisièmement, donc, diversité, mode d'écrit. Troisièmement, une exigence, mais qui me sidère quand je la lis, une exigence considérable sur l'information. Parce que ce n'est pas simplement un travail sur qu'est-ce que le sensible, c'est un travail sur mais qu'est-ce qu'un tel ou tel autre a dit. C'est un travail sur en quoi ce qui a été dit est différent à telle période par rapport à telle autre, en quoi ce qui est dit est différent de tel lieu par rapport à tel autre lieu. Et là, il y a un travail d'information qui est absolument sidérant. Je pense que David doit travailler. C'est pour ça qu'il est très maigre. Je crois qu'il travaille jour et nuit. C'est invraisemblable la façon dont il accumule la référence. Je cite un exemple dans la chair à vif, mais j'ai mis l'exemple. Et je ne veux pas être trop long, je vais laisser la place à François qui en parle bien mieux que moi sur la question de la sensibilité. La chair à vif. Vous voyez, c'est historique, moi ça me sidère. J'ai travaillé sur l'anatomie, mais ce qui m'apprend sur l'anatomie, je ne savais pas. Voilà. Donc, la première référence incontestable à un examen post-mortem concernant la dissection date de 1286. Elle est le fait d'un moine franciscain qui, dans sa chronique, note que lors de la peste qui ravage alors l'Italie, un médecin ouvre un cadavre à la recherche des causes de la maladie, mais le propos reste laconique, c'est-à-dire que ce n'est pas très étendu. Donc, travail évidemment considérable sur ce qu'il peut ramasser en termes d'informations, de documents, d'archives, etc. Autre exemple, qui est très peu connu, magnifique comme exemple, le pèlerinage. Quand vous pensez au pèlerinage, vous pensez évidemment au fait qu'il s'agit d'un geste religieux, d'un geste de rachat, d'un geste d'effort pour avoir une reconnaissance, etc. Mais il creuse et il montre que le pèlerinage, ce qui est peu étudié, il montre que le pèlerinage, ça a été aussi pendant longtemps, dans les époques un peu centrales du Moyen-Âge, une pratique de condamnation. C'est-à-dire qu'on condamne les gens à faire un pèlerinage. Et on les condamne en rapportant la durée du trajet à l'intensité du crime dont ils sont les auteurs. Magnifique. Ils sont parfois contraints de marcher entravés ou enchaînés jusqu'à ce que l'usure du métal les libère et les absolve, ainsi symboliquement de leur faute. Ils cherchent la rédemption en enfoncement d'or péché par une surenchère d'humilité et de dépouillement. Donc, document, extrêmement important. Idem, je répète, je ne veux pas être trop long, mais idem sur la bicyclette. Dans son roman, des choses peu connues et passionnantes, dans son roman Paris, paru d'abord en feuilleton d'octobre 87-1800 à février 98-1800, Émile Zola développe ses idées sur la bicyclette comme outil d'émancipation des femmes. On oublie toujours que la question de l'émancipation féminine, c'est une question qui démarre avec le XVIIIe. On oublie toujours, on a l'impression que c'est, ce qui est d'ailleurs pas totalement faux, mais une émergence parfaitement contemporaine, alors que c'est une longue histoire. Et l'émergence contemporaine ne peut se comprendre que si vous travaillez sur les décennies qui ont précédé. Je continue. Marie roule avec un jeune homme qui vient de renoncer à la prêtrise. Elle dénonce une éducation qui favorise chez les femmes la peur, la soumission, l'interdit de penser. Elle explique à son amie que si un jour elle avait une fille, elle lui apprendrait d'abord à monter à bicyclette. Elle lui explique que les mères transmettent toujours la peur à leurs filles et empêchent toute initiative. Donc on voit comment l'instrument technique est en même temps un instrument d'émancipation et de libération. Travail considérable sur la question des couleurs, par exemple dans la saveur du monde. Travail considérable sur la question du toucher, l'histoire du toucher. Je cite ce dernier exemple. Pour Descartes, le toucher occupe le rang le plus bas dans l'échelle des sens. David cite Descartes, l'attouchement qui a pour objet tous les corps
qui peuvent mouvoir quelques parties de la chair ou de la peau de notre corps ne donnent en effet pas de connaissance de l'objet. Principe de philosophie. Or, le temps va nous montrer, en particulier au XVIIIe, que le toucher va devenir de plus en plus important et qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est un sens relativement central, le toucher, est le véritable test de la réalité. Toucher est le signe radical de la limite, magnifique phrase, hein, de la limite entre soi et le monde. Donc, on voit ici un travail historique, si vous voulez, et qui nous conduit à mieux percevoir les particularités et les spécificités d'aujourd'hui. Mon troisième point, c'était, comme je viens de le montrer, l'exigence des références. Mon quatrième point, c'est l'objet, évidemment, d'Anthropo, un des objets, pas le seul, mais un des objets. C'est la différence culturelle. Il y a un travail permanent chez David pour montrer, bien entendu, en quoi les lieux, non seulement l'histoire, mais les lieux, nous renvoient à des sensibilités qui ne sont pas les mêmes. Je parlais du vélo, je continue sur le vélo. Un certain nombre de pays privilégient le vélo depuis longtemps, Au Vietnam, le vélo porte parfois des échafaudages de produits ou de paniers qui rendent sa circulation insolite. Il est d'un usage commode dans un pays où les inondations régulières, les éboulements, la boue et le mauvais état des routes rendent ces dernières parfois impraticables. Donc, sensibilité différente d'un lieu à l'autre, etc. Il n'y a pas seulement l'histoire. Travail considérable sur les différences, par exemple, concernant les émotions, les gestes, qui ne sont pas les mêmes d'un lieu à l'autre. Différence sur la sensibilité, les bruits. Par exemple, je cite rapide la question du bruit, page 134 dans La saveur du monde. Les différences sociales et culturelles interviennent dans l'appréciation du bruit et définissent les seuils d'acceptabilité ou de refus. Alors que les Jamaïcains sont indifférents au bruit des machines, note Murray Schaffer, référence supplémentaire, on est très hostile au Canada, en Suisse et en Nouvelle-Zélande au bruit. Les Jamaïcains acceptent également le bruit des avions cailleurs en rogette et de la circulation automobile que les autres pays condamnent tout particulièrement. Idem sur le problème des saveurs, des parfums. La maison japonaise exhale les senteurs de bois aromatique ou des encens. Précision hallucinante que j'ignorais totalement, je la cite. Les variétés d'encens proposées sont passées de 400 au Japon lors de l'ère Meiji, fin 19e, à plus de 600 aujourd'hui. Elles connaissent un succès grandissant. Évidemment, différence, vous vous en doutez bien, dans l'expérience de la douleur, ça c'est un sujet considérable, hein, parce que ça renvoie vraiment à des transformations radicales de la sensibilité d'aujourd'hui, l'anesthésie, etc. Et donc, l'expérience de la douleur est très différente d'un lieu à l'autre. Je ne rentre pas dans le détail, je ne veux pas être trop long. Ça, c'était mon premier point. En quoi ce travail est un travail considérable, en quoi il y a un sérieux qui est central et qui fait l'intérêt et la richesse de ce qui est proposé. Et puis, il y a une théorie. Alors, c'est ce qui m'a le plus frappé, et c'est, je trouve, très intéressant. Évidemment, on ne peut pas être d'accord, mais il y a une théorie. Et cette théorie, il la tient. Il la tient souvent d'un texte à l'autre, et il l'introduit en particulier dans Anthropologie du corps. Vous voyez, il y a des textes qui sont en quelque sorte plus programmatiques que d'autres. Certains sont des exemples, et d'autres sont vraiment des textes, je dirais, d'affirmation de point de vue théorique et de projet. Et l'Anthropologie du corps et modernité est l'exemple de ce type de proposition. Alors, je pense que je voudrais développer ça en 3 ou 4 moments, si vous voulez. Je pense que le premier moment, c'est au fond, pour lui, et je trouve que c'est très pertinent, c'est au fond l'invention d'un corps qui se met à se couper du milieu dans lequel il était totalement immergé et à partir duquel il était compris. On n'oublie jamais, on oublie toujours, pardon, je vais aller vite et je bafoue, on oublie toujours que dans les périodes éloignées, en particulier au Moyen-Âge, on ne peut pas envisager le corps de façon isolée. C'est un corps qui dépend des astres, qui dépend de la Lune. On ne peut pas saigner un individu lorsque la Lune est basse. Vous saignez lorsque la Lune est haute, parce qu'à ce moment-là, le sang sort plus facilement. Vous voyez, il y a une sorte de fusion. Ça, c'est très intéressant comme question. Hein. Il y a une sorte de fusion entre l'univers et vous-même, le cosmos. Vous êtes membre du cosmos. Et il y a à la fois la Lune, mais il y a aussi les saisons, le froid, le chaud. On saigne différemment lorsqu'il fait froid, en hiver. En hiver, il ne faut pas ouvrir très fortement. En été, au contraire, la saignée peut se permettre. Plutôt en hiver, il faut ouvrir gros. Et en été, il faut ouvrir peu, parce que le sang sort plus facilement. Bref,
Le corps est immergé. Or, il y a une invention que David souligne parfaitement, et que personnellement je partage. Il y a une invention qui consiste à considérer que le corps a sa propre autonomie, peut se scinder par rapport au monde, il a sa propre mécanique. Et c'est une mécanique qui est une mécanique en rupture par rapport à la fusion dont je viens de parler de façon assez rapide, je ne le cache pas, voire de façon superficielle. Or, à partir du moment, ça c'est très important et compliqué si vous voulez, mais c'est au cœur, à mon avis, du projet de David, parce qu'on va le retrouver dans d'autres thématiques. À partir du moment où le corps se sépare, vous devenez vous-même quelqu'un qui a tendance à penser le corps comme un objet totalement autonome, à la limite comme une machine qui, dans une certaine mesure, n'est plus vous-même. Et c'est déjà présent chez Vézal, magnifique étude de Vézal chez David dans l'anthropologie du corps, et puis c'est encore plus présent chez quelqu'un comme Descartes, évidemment, où le corps fonctionne, je dirais, indépendamment. Or, progressivement, à partir du moment où le corps fonctionne indépendamment, vous allez le mettre insensiblement à distance par rapport à vous. Et donc, ça va poser un problème, évidemment, anthropologique assez sévère, parce que c'est plus vous. Et donc, ça pose un problème central. Si vous voulez. Déjà au XVIe siècle, dans les couches savantes, s'amorce le corps qui préfigure nos représentations actuelles. Dans nos représentations actuelles, lorsque vous allez chez le médecin, il vous propose une analyse médicale, mais l'analyse médicale, ce n'est pas vous. Vous voyez, ça, c'est un problème. Je continue. Donc, déjà au XVIe siècle, dans les couches savantes, s'amorce le corps qui préfigure nos représentations actuelles, celui qui marque la frontière de l'individuel à un autre, la clôture du sujet. C'est un corps lisse, moral, sans aspérité, rituellement démarqué des autres, d'abord isolé, séparé des autres en position d'extériorité avec le monde, fermé sur lui-même, les organes et les fonctions carnavalesques, c'est la fameuse référence à Bakhtin sur les carnavals médiévaux, etc. Et les fonctions carnavalesques, c'est la fusion, si vous voulez, carnavalesques seront un peu dépréciées, obligées de pudeur, privatisées, les fêtes seront plus ordonnées, fondées davantage sur la séparation que sur la confusion, donc séparation de vous par rapport au corps, séparation par rapport aux autres, etc. Alors, rentrons dans la mécanique encore plus accentuée du XVIIe, le trait caractéristique du nouveau canon, compte tenu de toutes ces importantes variations théoriques et de genre, est un corps parfaitement prêt, achevé, rigoureusement délimité, fermé, montré de l'extérieur, non mêlé, individuel et expressif. Et c'est ce qui va, à mon avis, orienter le travail de David, y compris sur la manière dont il analyse notre contemporanéité, c'est-à-dire toutes les questions de rupture, toutes les questions de mise à distance, toutes les questions de non-adéquation, ce qui entraîne finalement une sorte au bout du compte, quelque chose qui est de l'ordre de l'insatisfaction, quelque chose qui est de l'ordre de l'amputation, quelque chose qui, dans une certaine mesure, est aussi, à mon avis, de l'ordre de la souffrance. Un mot sur Descartes, mise en apesanteur, dissocié de l'homme, le corps est étudié pour lui-même, comme réalité autonome, il cesse d'être le signe irréductible de l'immanence de l'homme et de son ubiquité au cosmos. Voilà. C'est en même temps, je trouve, un travail sur lequel les ruralistes s'étaient déjà un petit peu penchés en essayant de montrer que dans les époques anciennes, il y a une fusion, si vous voulez, au cosmos, et dans cette fusion au cosmos, il y a aussi une fusion à l'univers rural, à l'univers au fond je dirais, du paysage, etc. Et vous le retrouvez, donc ça c'est mon premier point, l'instauration de la rupture dans notre perspective historique, et vous le retrouvez. Vous voyez, il y a une ligne, vous le retrouvez aujourd'hui. De l'homme anatomisé, c'est mon deuxième point concernant la rupture, ou la perspective théorique, si vous voulez. De l'homme anatomisé de Vézal à la radiographie, ou aux plus modernes techniques d'aujourd'hui, d'imagerie médicale, le traitement figuratif suit la voie d'une réduction de l'imaginaire, s'épure de toute arrière-image, et ici de Bachelard au passage, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, et donc le sentiment, si vous voulez, l'adéquation, le fait que vous ressentiez quelque chose qui est dans de la chair, ça se met à distance. Et par certains côtés, je trouve que ça peut être de l'ordre d'une certaine souffrance. Or, le grand travail, c'est comment restaurer. Oui, mon troisième grand point, ça va être qu'est-ce que c'est que restaurer. Mon deuxième, c'est il y a de la rupture. Mon deuxième, c'est il y a de la distance. Par certains côtés, il y a de la souffrance. Il y a quelque chose qui artificialise le corps, qui nous le rend étranger. Et puis après, bon, que faire, oui.
Et je trouve aussi que dans cette question de la rupture, moi ce que j'appelle rupture, hein, il n'y a pas seulement le problème, au fond, d'un corps qui va se fermer et se mettre à être de l'ordre de l'autre, si vous voulez. Il n'y a pas seulement ça, il y a également le milieu qui nous distancie. Vous voyez, il y a le milieu qui travaille sur la manière dont de l'artificialisation se crée et de la distance par rapport à la fusion, à l'adéquation peut se faire. Je cite un exemple très simple sur la façon dont David travaille sur le problème de l'espace, du milieu, etc. Très vite, hein, c'est tiré du livre sur le vélo. Au-delà de la pollution et des atteintes à la santé, la circulation routière a des répercussions sur l'environnement, avec l'accumulation des produits qui y sont liés, carcasses de voitures, pneus, batteries, huile, etc. Autres nuisances provoquées par la circulation routière, le bruit. Donc le travail, je répète, ça me paraît très important pour comprendre. Hein. Le travail, c'est vraiment essayer de faire une sorte d'évaluation des distances, des ruptures, des objectivations qui nous éloignent de nous-mêmes, à travers à la fois la construction savante du corps, le milieu, et puis la transformation des valeurs aussi. Pourquoi brusquement cette sorte d'engouement, analyse magnifique hein, dans la question sur la marche, pourquoi cette sorte d'engouement pour la traversée, la marche vers Compostelle, etc. D'où ça sort, d'où ça naît? Ben, ça naît d'une rupture. Le Camino traduit une résistance au matérialisme de nos sociétés contemporaines. Elle partage d'une recherche de valeurs, de sens, d'un au-delà, aux conditions sociales et économiques qui règnent aujourd'hui, le culte de la marchandise, la concurrence, la vitesse, etc. L'histoire d'un pèlerinage, quel qu'il soit, demeure un appel à l'imaginaire, un compromis entre une cage de spiritualité et un désir impérieux de sortir de soi. Alors évidemment, au bout du compte, c'est comment sortir, vous voyez, et par rapport à sa mise à distance, etc. Alors, dernier point concernant la question de la rupture et de la distance. Nous sommes confrontés aujourd'hui, donc je tire le fil, hein, je pars de Descartes, et puis j'arrive sur aujourd'hui. Nous sommes confrontés, me semble-t-il, c'est un terme que j'utilise qui n'est peut-être pas présent chez David, mais c'est comme ça que je le lis. Nous sommes confrontés à des soins, SOI, des soins d'emprunt aujourd'hui. Alors, par exemple, à cause des techniques, hein, par exemple les psychotropes. Dans l'adieu au corps, c'est très clair. Dans une société en crise saisie par un remaniement sans repos de ses valeurs et de ses assises sociales, les ressources personnelles de chaque individu sont sollicitées en permanence avec le désarroi ou l'anxiété qui naissent de la peur de ne plus être à la hauteur, d'où le recours aux techniques et aux psychotropes qui nous distancient de ce que nous pouvons éprouver et de ce que nous sommes au cœur. Je terminerai par ça, le corps étant le cœur, évidemment. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous sommes dans les distances. Il y a un soi, comme je le disais à l'instant, qui est celui du psychotrope. Il y a un soi informatique. En même temps que le vocabulaire humanise la machine par un mouvement réciproque, l'homme se mécanise, et il est formaté par un emploi avec une tâche. C'est un exemple qui est très, très parlant, à mon avis. Donc il y a des exemples, des références, de la documentation, etc. Et là, c'est un exemple tiré d'un travail d'un sociologue Coupland sur les microserfs, publié en 1996. Qu'est-ce que c'est cet exemple? Une femme qui s'adresse à son mari et qui lui dit « Il faut que tu ajoutes des mégas sur ton dur ». Elle ne dit même pas si disque dur, sur ton dur. Dit une jeune femme à son ami, essoufflée après un modeste effort physique. Donc vous voyez, il y a cette sorte d'imaginaire que l'informatique propage et qui, dans une certaine mesure, est un imaginaire créant de la rupture et de la distanciation. Jusqu'à, troisième point, pour moi, il y a un soin informatique, mais il y a aussi un soin androïde, jusqu'à se proposer des avatars, jusqu'à se proposer des êtres qui ne sont pas nous, mais que l'on projette comme étant nous-mêmes. Dans les imaginaires de l'androïde, la séduction est un effet de maîtrise sur l'autre, de conjuration de sa différence par le contrôle et de perfectionnement de son corps, échappant enfin à la précarité de la condition humaine. Page 167 de L'adieu au corps. D'où l'avatar, les protections, etc. J'en termine ici avec cette idée selon laquelle une base théorique, je dirais, un ancrage théorique, c'est la question posée par le corps qui se met en rupture par rapport à nous,
à travers tout un ensemble de dispositifs, à la fois historiques, techniques, environnementaux, etc. Ça, c'était ma partie que j'ai intitulée, que je retrouve le titre et que je vous donne le titre, la partie que j'ai intitulée « Les ruptures au cœur de l'œuvre ». Et maintenant, il y a évidemment le corps au cœur de l'œuvre. C'est-à-dire que, comment sort-on de ça? En quoi le corps a-t-il une richesse insoupçonnée? Et il y a un travail, là, évidemment, qui porte sur qu'est-ce que c'est qu'avoir, de retrouver une sorte de richesse, une sorte de densité, si vous voulez. Alors, d'abord, tout ce que nous venons de dire montre, c'est un premier point, montre que le corps est un analyseur. C'est-à-dire que si je travaille sur ce corps qui se ferme, cet environnement qui ne me satisfait pas, si je travaille sur les psychotropes, etc., qu'est-ce que je vois? Je vois des repères qui nous parlent de milieux sociaux, qui nous parlent de dispositifs collectifs, etc. Donc le corps, d'une certaine mesure, du coup, c'est un analyseur. C'est à la fois un objet sur lequel je peux assurer une folle réalisation, j'y viendrai, et c'est en même temps un objet qui, s'il est analysé de façon pertinente, nous dit ce qu'il analyse d'une société. Et par certains côtés, ce que cette société nous dit, je me fie à David à ce sujet, est relativement décevant. Le corps est un analyseur essentiel de nos sociétés contemporaines du fait de la fragmentation du sujet, à la fois toujours plus isolé et toujours plus branché, inscrit dans nos sociétés au sein d'un individualisme atteignant un point limite et l'amenant à se soucier toujours davantage de son corps comme ultime butée, ultime lieu de souveraineté personnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que se soucier du corps? Vous voyez, progressivement, prise de conscience de la rupture, installation historique, sociologique, voire psychologique de la rupture. Et qu'est-ce que c'est qu'après, essayer de retrouver, de reprendre. Et là, je pense, je terminerai là-dessus, j'espère ne pas avoir été très long. Et là, je pense que, dans une certaine mesure, le corps, c'est pour David, et je partage, c'est un amplificateur de conscience. Il y a un texte absolument superbe, qui est un entretien en espagnol sur les questions de la marche, que Sylvie Roch m'a aidé d'ailleurs à traduire, Sylvie Roch est ici, qui m'a aidé à traduire pour comprendre en quelque sorte ce qu'il allait de ce texte. Et il y a un passage qui, à mon avis, est central, et qui est le suivant. Oui, bien sûr, la marche élargit la conscience. Le corps, ça c'est fondamental. Moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la perception interne du corps. Et je m'étais rendu compte que ce travail sur la perception interne, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas du tout une affaire cartésienne, c'est une affaire infiniment plus profonde, c'est une affaire qui permet de s'approfondir soi-même, avoir un volume plus important. Si vous voulez. C'est un démarrage de l'amplificateur de la psychologie. Et ce n'est pas du tout un démarrage de la matérialité. C'est l'inverse de la matérialité. Donc je reviens à la phrase. Oui, bien sûr, la marche élargit la conscience en ce sens qu'elle nous permet d'échapper à cette logique utilitaire de la vie quotidienne. On retrouve les ruptures. À cette logique utilitaire de la vie quotidienne et nous fait entrer dans un univers de disponibilité envers le monde, le cosmos, les anciens repères de fusion au cosmos. Elle nous fait entrer dans un univers de disponibilité envers le monde et envers les autres. J'ai souvent écrit que les marcheurs étaient des artistes occasionnels, car la marche est une façon de redécouvrir la liberté du mouvement, de créativité, etc. Le corps. Et on voit très bien que ce long travail sur la rupture nous conduit à un travail central sur l'importance, l'enjeu, la chair, si vous voulez, l'enjeu de la chair du monde, le corps au cœur, voilà. Et je terminais par sa dernière phrase, la chair et la saveur du monde. Le titre du livre donne tous les sens, à savoir, heureusement, nous restons de chair pour ne pas perdre la saveur du monde. Je terminerai là-dessus et je remercierai avec une intensité que l'on devine notre cher David. Alors, avant de donner la parole à la salle, oui, excusez-moi. Avant de donner la parole à la salle pour une série pour des questions, des échanges, je voudrais malheureusement rappeler à la demande de mon collègue Monsieur Lomo que les autres sessions vont commencer vers 10h45, 10h50. Donc, avec votre permission, nous allons réduire un petit peu le temps de discussion pour pouvoir tenir par rapport aux obligations que l'on m'a demandé de respecter.
Ceci étant, si l'on me fait un signe en disant que je peux continuer, il n'y a aucun problème. Je suis trop heureux d'entendre nos collègues aujourd'hui. Alors, je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions sur cette intervention. Je voudrais d'abord remercier le professeur Vigarello aussi pour... Professeur, vous savez, franchement, nous sommes collègues. Laissons tranquille le problème des professeurs. Nous sommes des chercheurs, ça oui. Alors, comment dois-je vous appeler? Georges Mais oui, Georges Vigarello. Donc, et en particulier sur l'ensemble de ces points, c'est sur cette image, je ne vais pas faire un résumé de ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il est le plus important est de vous permettre de poser cette question sur ce lien entre les transformations, ces transformations du corps et ces différentes phases, ces différentes étapes, cette artificialisation. Vous avez raison, on s'en aperçoit. C'est des mots qui s'introduisent dans notre discours de tous les jours. Un reboot. Voilà, sur la dimension informatique, je m'aperçois qu'en fait je suis en retard. Maintenant j'ai loupé pour l'instant l'Android, mais voyez-vous, on se retrouve véritablement, malgré soi, on utilise ce vocabulaire-là. Malgré soi, on se laisse pénétrer par cela. Et je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est véritablement en effet nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne maîtrisons pas tout, notre pensée ne maîtrise pas tout, et on s'en aperçoit lorsque le corps parle, lorsque nous nous laissons envahir. Et c'est aussi un appel à la vigilance et en même temps aussi à la modestie, parce que c'est un processus qui, je crois, est difficilement contrôlable, voire pas du tout contrôlable. Et c'est un des grands acquis aussi de cette conception, de la perception du corps, de cette évolution du corps. Je voudrais laisser la parole. Mais un mot, parce que je suis très sensible à ce que vous allez dire, je ne veux pas être long, un mot. Je pense effectivement que la référence à la technique est extrêmement importante. Alors, ça a été très bien dit tout à l'heure, la technique, c'est bien entendu traversé par de la culture, ne nous illusionnons pas. Mais en même temps, la technique, c'est une sorte de proposition de fonctionnement. Et j'ai toujours été frappé par cette phrase de Bergson, que je trouve d'une profondeur folle. La technique est une mécompréhension de la vie. C'est-à-dire que vous utilisez la technique en recourant à des procédés qui n'ont rien à voir avec l'organique. Et comme la technique devient ensuite une référence de modèle, elle a tendance à se retourner sur la façon dont vous comprenez le corps, et donc du coup, vous ne le comprenez pas. Oui, absolument. Il y a une illusion. On croit le comprendre. C'est un truc très profond, en fait. On croit le synthétiser. Mais personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur la façon dont, dans l'histoire, les repères techniques changeants donnent des idées de corps différents, mais qui sont, je rejoins David, mais qui sont des corps distants, vous voyez. Absolument. Mesdames, Messieurs, je vous en prie. Je vais venir. Bonjour. Alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Et je m'arrête seulement à une question. Oui. C'est-à-dire les pèlerinages et les crimes que vous avez évoqués sur le travail de David. C'est très intéressant cette question sur les crimes, mais je me suis demandé si les crimes peuvent être rapprochés au péché, à pécat. Oui, au péché. Bien sûr. Si les choses, quelles sont les différences entre les deux? Alors, vous me posez une question. Moi, je ne suis pas théologien, bon, bref. Mais vous me posez une question qui est très importante. Je pense qu'il y a, justement, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de grande différence. Dans la mesure où, dans l'univers religieux, dans la transgression, c'est un crime. Bien sûr. Et donc, ce qui est condamné, c'est d'abord la transgression. Mais l'univers religieux, il a une importance considérable dans le temps. Et je crois que c'est très difficile à mesurer parce qu'il pénètre partout. Et en même temps, on y résiste. Ouais, la cour résiste aux injonctions religieuses. La cour du XVIIe, c'est une cour où les gens recourent aux phares, etc. Et, donc et en même temps, le poids de la religion est là. C'est assez complexe, c'est ambivalent. Mais en tout cas, je reviens à ce que vous disiez, péché et crime, bien sûr. Ça renvoie d'ailleurs au thème du viol. Moi, quand j'avais travaillé sur le viol, c'est le péché qui est au cœur. C'est pas la violence dans les époques anciennes. C'est fascinant comme question. C'est pas la violence.
c'est la luxure, vous voyez. Et donc il y a du mal à comprendre qu'est-ce qu'est la violence ancienne. Merci. Une autre question? Mesdames, Messieurs, je vais, s'il n'y a pas d'autres questions, alors de toute façon, nous aurons toujours bien évidemment l'occasion de pouvoir continuer à discuter avec nos intervenants